Bienvenue à tous au dîner causerie portant sur les statistiques sur la langue tirées du recensement de 2021. Mon nom est Patrick Donovan. Je suis attaché de recherche au réseau de recherche sur les communautés québécoises d'expression anglaise à l'Université Concordia, mieux connu sous l'acronyme QuestCRN. Je serai le modérateur de l'événement aujourd'hui qui va regarder ces nouvelles statistiques en lien surtout avec les communautés d'expression anglaise du Québec. Donc, nous, les anglophones, nous sommes plus d'1 million selon le dernier recensement. Est-ce que nous sommes une cinquième colonne qui minera l'avenir du français au Québec? Puisque 60 d'entre nous parlent français, encore plus parmi les jeunes, j'aurais tendance à dire que nous sommes devenus majoritairement, pas exclusivement, mais majoritairement des alliés de la cause francophone. Mais voyons voir ce qu'en pense notre conférencier d'aujourd'hui. J'aimerais commencer en affirmant que Concordia reconnaît la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne du territoire sur lequel se trouve l'université. Et ça me permet d'ouvrir une parenthèse puisqu'on parle de la langue aujourd'hui. On va surtout regarder la dynamique entre le français et l'anglais aujourd'hui, chaque langue étant revendiquée par des communautés qui se sentent fragilisées, minorisées, chacune de leur manière, et qui méritent qu'on s'attarde à ces problématiques-là. Mais c'est bien de remettre les choses en perspective. Il y a 1,3 milliard de locuteurs d'anglais dans le monde, 321 millions de francophones, et quant à la langue, Kanien'kehá:ka ou Mohawk, seulement 60 personnes au Québec l'ont comme langue maternelle, 60. Aucune de celles-ci le parle comme langue principale à la maison, et 215 personnes le parlent à la maison de façon non exclusive. Il existe des écoles qui tentent de revitaliser cette langue, véritablement menacée, mais reste qu'il y a un travail à faire, des ressources financières importantes à investir envers ces langues qui sont ancrées dans notre territoire et parlées nulle part ailleurs en Amérique. Donc, fin de parenthèse, mais je crois que c'est une parenthèse importante. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir Jean-Pierre Corbeil, professeur associé au département de sociologie à l'Université Laval. Cet événement a été rendu possible grâce à l'appui financier du secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, du ministère du Patrimoine canadien, de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et de l'Université Concordia. Donc, avant de poursuivre, j'aimerais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui. Jean-Pierre Corbeil est professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval et a dirigé le programme de statistiques linguistiques de Statistique Canada pendant une quinzaine d'années. Il étudie les dynamiques linguistiques au pays depuis 25 ans, période durant laquelle il a publié plus d'une cinquantaine d'articles, monographies et rapports analytiques sur le sujet. Jean-Pierre est présentement membre du comité scientifique de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Patrick. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je tiens à remercier Patrick ainsi que le QuestCRN de m'avoir invité à faire cette présentation et en fait à participer à cette discussion avec des gens qui s'intéressent donc à la situation ou à l'évolution de la situation linguistique au Québec. Donc, sans plus tarder, juste un plan assez rapide de la présentation. Donc, essentiellement, ce que je vais tenter de faire avec vous, c'est de, disons, de parler brièvement du contexte sociopolitique de la diffusion des premières statistiques du recensement le 17 août dernier. Évidemment, on sait que ces résultats portaient essentiellement sur l'évolution de la présence et de l'usage du français dans la sphère privée, non dans la sphère publique. J'ai aussi abordé un élément quand même important de cette diffusion-là, c'est-à-dire l'évolution de la connaissance du français et de l'anglais au Québec. Évidemment, fournir quelques pistes d'explication plausibles pour comprendre l'évolution des résultats. À la fin, on pourra, et dans le cadre de la discussion, parler en fait de l'interprétation de la diffusion des données qui sont diffusées en fait le 26 octobre sur les dynamiques migratoires ainsi que sur la langue de travail, puis essayer de comprendre les répercussions de ces données, les répercussions possibles, mais aussi les diverses interprétations qu'on peut faire de ces données. Donc, quand on parle du contexte sociopolitique de la diffusion des statistiques le 17 août dernier, évidemment, je ne vous apprends rien quand je mentionne que, évidemment, il a été question, tout ça s'inscrit dans la foulée de l'adoption de la loi 96 par l'Assemblée nationale le 24 mai 2022.
C'était un projet de loi, évidemment, qui émanait de préoccupations à l'égard du recul perçu, je dois bien dire, du français au Québec et dans la région de Montréal en particulier, incluant la hausse du bilinguisme français-anglais dans l'espace public. Vous le savez très bien, il y a des tensions interlinguistiques qui ont découlé justement du projet de loi 96 qui continuent d'exister depuis l'adoption de la loi. On semble évidemment constater une incompréhension, une absence de dialogue entre les communautés de langue française et anglaise et ainsi que, disons, des perspectives très différentes, même au sein de chacune de ces communautés. Je dois aussi rappeler que dans le préambule de la Charte de la langue française, on a pour objectif de faire du français la langue de l'État, de la loi, aussi bien que la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Évidemment, il n'est pas question de faire du français la langue maternelle de la population, ni la langue parlée le plus souvent à la maison. Et on discutera en fait des répercussions de cette situation. Il faut aussi comprendre que tout ça s'inscrit dans une mouvance sociale et politique qui est alimentée par la collecte, la compilation, l'analyse et l'interprétation de plusieurs données et de statistiques linguistiques qui portent sur différents sujets et évidemment sur différents secteurs d'activité. L'autre élément aussi, c'est que la disponibilité des statistiques et des indicateurs de l'évolution de la situation linguistique qui sont privilégiés, évidemment, va exercer une très forte influence sur la nature des changements qui sont à apporter aux politiques linguistiques et de l'immigration, ainsi qu'aux mesures législatives qui sont proposées. Évidemment, si on met l'accent sur la langue parlée à la maison plutôt que la langue qui est utilisée au travail ou dans l'espace public, évidemment, ça implique des perspectives ou peut-être des orientations fort différentes. Je tiens à rappeler que le Québec a connu des transformations vraiment importantes depuis l'adoption de la Charte de la langue française. Il y a eu une diversification croissante de sa population, une croissance importante aussi du plurilinguisme, que ce soit au foyer ou à l'extérieur du foyer, à Montréal en particulier, au fil des décennies. C'est important aussi, je tiens à le souligner, de mentionner que peut-être qu'il faut s'interroger de plus en plus sur la nature, puis la pertinence et même la portée de ces indicateurs linguistiques-là, en particulier ceux de la langue maternelle et de la langue parlée le plus souvent à la maison, sachant que l'objectif de la politique linguistique québécoise est de mettre l'accent sur l'usage du français dans l'espace public, non dans la sphère privée. Et donc, je pense qu'il y a une nécessité de jeter un regard critique sur ce qu'on appelle le discours de sens commun sur la situation linguistique, la situation actuelle du français, qui souvent va maintenir dans l'angle mort des défis puis des enjeux en matière, par exemple, d'intégration des immigrants qui sont souvent peu ou pas pris en compte. Donc, sans plus tarder, si on garde évidemment à l'esprit que le 17 août dernier, ce qui a fait grand bruit, c'est l'évolution des résultats sur la langue parlée à la maison et sur la langue maternelle. Si on met l'accent justement d'abord sur l'évolution du portrait pour ce qui est de la langue maternelle, c'est-à-dire la langue apprise en premier lieu à la maison dans l'enfance, on constate en fait que l'évolution de l'anglais comme langue maternelle est demeurée très stable au cours de ces 20 années, alors que celle du français a diminué de façon soutenue, mais en particulier depuis le dernier recensement. Évidemment, ça s'est fait évidemment au profit d'un accroissement des déclarations du français et de l'anglais comme double langue maternelle évidemment au premier chef de l'évolution de la population qui n'a ni le français ni l'anglais comme langue maternelle qui, au cours de cette période de 20 ans, s'est accrue de 4 points de pourcentage. Ça, c'est la langue maternelle. Quand on met l'accent sur la langue parlée le plus souvent à la maison, qui est toujours supérieure tant pour les groupes de langue française que de langue anglaise à la langue maternelle, on constate néanmoins une baisse du poids relatif de la langue française parlée le plus souvent à la maison et évidemment une augmentation d'environ 1 point de pourcentage pour ce qui est de l'anglais comme principale langue d'usage au cours de ces 20 dernières années. Et ça s'est fait principalement, évidemment, quand on regarde au profit
de l'usage des langues tierces et de l'utilisation du français et de l'anglais à égalité. Donc ça, c'est le portrait d'ensemble qui est présenté et c'est la raison pour laquelle beaucoup parlent du déclin du français, mais il faut bien comprendre que c'est essentiellement la population de langue maternelle tierce, donc autre que le français ou l'anglais, qui contribue à la baisse relative de la population de langue maternelle et de principale langue d'usage française à la maison. Et quand on parle de ce groupe de langue maternelle tierce, ceux qu'on appelle souvent au Québec les allophones, il faut bien comprendre que ce n'est pas un groupe homogène et qu'il y a plus de 250 langues qui sont déclarées lors du recensement. Donc, on voit très clairement qu'il y a beaucoup de langues qui sont déclarées, au premier chef, l'arabe, l'espagnol, mais même anglais, français comme langue maternelle représente quand même un nombre non négligeable. Ce nombre-là s'est même accru de façon non négligeable et on y reviendra entre 2016 et 2021. Mais le point ici est vraiment de reconnaître que le groupe de langue tierce, ce n'est pas un groupe homogène et de dire que finalement, il n'y a que 3 groupes linguistiques au Québec, c'est souvent une approche très, très réductrice de la dynamique ou des dynamiques linguistiques dans la province. Maintenant, si on met l'accent sur la situation au Québec versus celle qu'on observe dans la grande région de Montréal, sur l'île de Montréal et dans le reste du Québec, pour ce qui est de la langue parlée le plus souvent à la maison. Donc, on observe en fait que la baisse, vous voyez, dans la première barre ici à gauche, c'est le résultat qu'on avait lors du recensement de 2001. Or, ce qu'on observe, c'est que la baisse de l'utilisation prédominante du français à la maison est du même ordre de grandeur au cours des 5 années, donc entre 2016 et 2021, donc la barre 2 et la barre 3, que ce qu'on a observé en fait durant les 15 années entre 2001 et 2016. Et on le voit, cette baisse-là est quand même assez importante pour ce qui est de l'île de Montréal, mais on voit encore une fois que cette baisse-là sur l'île de Montréal est du même ordre de grandeur en 5 ans que ce qu'on avait observé en fait au cours des 15 années précédant le recensement de 2016. Donc, pour ce qui est évidemment de cette baisse-là, ça s'est évidemment fait au profit de la croissance de l'anglais, mais il faut bien comprendre que l'évolution de l'anglais, même dans l'île de Montréal, comme principale langue d'usage à la maison, elle était demeurée assez stable entre 2001 et 2016, alors qu'on voit ici même chose pour la grande région de Montréal, alors que pour ce qui est de l'île de Montréal et de la grande région de Montréal, ça s'est fait au profit finalement de l'utilisation des langues tierces, donc autres langues que le français et l'anglais le plus souvent à la maison. Mais on voit bien ici que même la croissance de l'anglais comme principale langue d'usage à la maison a été quand même assez importante au cours des 5 années qui ont suivi le recensement de 2016. Donc ça, c'est pour ce qui est de la principale langue d'usage à la maison. Évidemment, une des grandes discussions au Québec, c'est de savoir bien évidemment, la population de langue maternelle tierce, donc autre que le français ou l'anglais, lorsqu'elle s'oriente vers l'une de ces 2 langues, vers quelle langue s'oriente-t-elle? S'oriente-t-elle plus vers le français ou plus vers l'anglais? Or, quand on prend en considération non seulement l'usage prédominant des langues, donc soit le français, soit l'anglais, le plus souvent à la maison, mais qu'on prend également en considération l'usage de ces langues-là comme régulière, mais comme langue secondaire à la maison, qui est souvent un reflet, en fait, de la pénétration de ces langues en raison de leur utilisation dans l'espace public. Donc, quand on utilise une langue au travail, par exemple, dans bien des cas, elle aura une influence sur son utilisation à tout le moins secondaire à la maison. Donc, ce qu'on observe, c'est que la part du français cette population adopte soit le français, soit l'anglais à la maison, le nombre de personnes qui s'orientaient vers le français a toujours été en croissance soutenue. Et on voit par la droite que cette croissance-là a été quand même assez régulière. Ce qu'on observait pour ce qui est de la population qui s'orientait vers l'anglais, c'est-à-dire soit l'anglais le plus souvent ou soit comme langue secondaire, on voyait que cette croissance-là augmentait et que l'écart se créait à la faveur du français, entre ces 2 orientations.
Donc, jusqu'au recensement 2016, on voyait vraiment que les personnes de langue maternelle tierce s'orientaient davantage vers le français au fil du temps que vers l'anglais. Or, depuis les 5 années précédant le recensement de 2021, on a observé une nouvelle inflexion. Donc, il semble y avoir une augmentation de l'orientation vers l'anglais par la population de langue maternelle tierce. Donc, on voit que la dynamique a légèrement changé, en fait, et qu'on observe davantage la présence de l'anglais à la maison, que ce soit comme langue prédominante ou surtout ici, pour ce qui est de l'anglais, comme langue secondaire. Évidemment, la langue maternelle et la langue parlée le plus souvent à la maison n'est peut-être pas nécessairement le meilleur indicateur de la langue qu'on utilisera dans l'espace public. Quand on utilise cet indicateur qui s'appelle la première langue officielle parlée, qui est dérivé en fait de 3 questions du recensement et qui, sur la base d'études antérieures, l'associe en fait à la langue souvent dans laquelle on est le plus à l'aise pour communiquer, bien, on voit quand même que de la même façon, on observe une baisse de la présence du français tant dans l'ensemble de la province que dans la région métropolitaine de Montréal, dans l'île de Montréal et évidemment dans une moindre mesure dans le reste du Québec, c'est-à-dire à l'extérieur de la grande région de Montréal. Et de même, la population qui a l'anglais comme première langue officielle parlée a augmenté alors qu'elle était restée stable, en fait, entre 2001 et 2016. Relativement, elle avait même diminué pour ce qui est de la grande région de Montréal. Mais là, elle a connu une augmentation plus importante de près de 2 points de pourcentage. Et on a même observé une croissance justement de ceux qui ont, pour qui on n'arrive pas à déterminer si c'est seulement l'anglais, soit le français, mais donc une croissance de la catégorie mixte français-anglais. Donc, encore une fois, même pour ce qui est de la première langue officielle parlée, on tend à observer évidemment une diminution de la part relative du français. C'est important, avant de parler peut-être d'un des facteurs importants, c'est-à-dire le bilinguisme anglais-français au Québec, de parler du fait que la présence du plurilinguisme s'était accrue de façon assez importante de 2001 à 2016 dans la sphère privée. Donc ici, ce qu'on voit sur l'écran, c'est que la population qui a l'anglais comme langue maternelle, le français ou les langues tierces comme seule langue maternelle, on voit que la proportion de la population qui déclarait parler plus d'une langue à la maison était en croissance et était quand même relativement importante. Donc, ce qu'on savait, c'était que la population de langue maternelle anglaise qui déclarait en 2016 parler plus d'une langue à la maison était en fait, représentait près du tiers de cette population-là. Évidemment, dans une moindre mesure pour ce qui est de la population de langue française, en grande partie parce qu'il y en a une partie importante qui demeure à l'extérieur de la grande région de Montréal où il y a beaucoup moins de contact avec l'anglais. Mais on constatait un phénomène important de plurilinguisme au sein de la population de langue tierce. Donc, le fait de mentionner plus d'une langue était une caractéristique ou est toujours une caractéristique importante, mais ce plurilinguisme-là semble avoir diminué, en particulier pour ce qui est de l'usage secondaire des langues à la maison, et on y reviendra. Mais c'est quand même une composante importante quand on parle de l'évolution des dynamiques linguistiques, le fait que cette population-là, dans une proportion de près de 60%, qui déclare parler plus d'une langue à la maison, ça aura nécessairement une influence sur les dynamiques et l'interprétation des résultats. Qu'en est-il de la capacité de parler le français ou l'anglais? Or, ça, c'est un résultat quand même qui a été assez frappant lors de la diffusion des données de 2021. Juste pour revenir un petit peu en arrière, lorsqu'on examine la situation de l'unilinguisme anglais parmi la population qui a l'anglais comme première langue officielle parlée au Québec, or, on voit qu'en 1971, la proportion de la population qui ne pouvait parler que l'anglais était quand même, somme toute, assez importante. C'est-à-dire, c'était près du 2 tiers de la population en 1971.
En 2021, on parlait d'environ 41% de la population. On peut voir en fait que 78%, ce qui est mentionné ici, bref, plus des trois quarts de cette population résidait dans la grande région de Montréal. Or, on sait qu'un des critères quand même minimal pour être capable d'utiliser le français dans l'espace public, c'est la capacité de pouvoir soutenir une conversation dans cette langue. Or, on voit quand même que s'il y a eu amélioration importante entre 1971 et 2021, on constate néanmoins que entre 2016 et 2021, la situation s'est un peu dégradée. Or, on avait observé en 2011 et 2016 un accroissement de la population de langue anglaise qui ne pouvait soutenir une conversation en français. Cet accroissement-là avait été de 8600 personnes. Or, entre 2016 et 2021, la hausse a été de 73 000 personnes. Donc, le Québec comptait 73 000 personnes de plus qui ne pouvaient pas parler le français, donc qui n'étaient pas capables de soutenir une conversation dans la vie de tous les jours. Et on a vu que l'unilinguisme, en fait, était passé de, c'est-à-dire que l'unilinguisme passait ainsi de un peu moins de 39% à près de 41% en 2021 pour ce qui est de l'ensemble de la population. Et vous pouvez le voir ici que cette augmentation de l'unilinguisme anglais au sein de la population de langue anglaise se retrouve principalement parmi les groupes d'âge de 20 à 49 ans, souvent des groupes d'âge qui sont associés à la migration ou à la mobilité. Qu'en est-il pour ce qui est du taux de bilinguisme de la population de langue maternelle française? Or, ce qu'on observe, c'est que chez le groupe d'âge de 15 à 54 ans, on a observé évidemment une croissance soutenue, donc même croissance essentiellement de 2011 à 2016 à 2021, donc une hausse d'environ 2 points de pourcentage pour l'ensemble de cette population-là, d'un recensement à l'autre, pour atteindre finalement 42% pour l'ensemble de cette population-là. Et on sait que cette population-là, c'est-à-dire la population de langue maternelle française, est véritablement le principal contributeur de la croissance du bilinguisme français au pays, alors qu'on observe plutôt une baisse du bilinguisme anglais-français à l'extérieur du Québec. Pour ce qui est de la population de langue maternelle tierce, langue maternelle anglaise, on voit évidemment que le taux de bilinguisme a baissé, en particulier parmi la population âgée de 20 à 39 ans, et elle s'établissait autour de 67%. Donc, c'est vraiment ce groupe d'âge-là où on observe finalement une montée de l'unilinguisme et donc une baisse du bilinguisme au Québec. Et pour ce qui est de la population de langue maternelle tierce, elle était demeurée particulièrement stable entre 2011 et 2016, mais on observe aussi une baisse du bilinguisme français-anglais parmi cette population-là, principalement dans les groupes d'âge de 20 à 45 ans. Et donc, on verra aussi que la migration explique en bonne partie cette situation-là. Donc, quand on se penche sur quelques facteurs d'explication donc plausibles pour comprendre l'évolution des résultats, faut bien comprendre qu'à chaque année, le Québec accueille, bref, au fil du temps, le nombre d'immigrants admis annuellement a évolué, mais au cours de la dernière décennie, on se situe autour de 50 000. Ça a fléchi légèrement au cours des 5 dernières années, comme on va le voir. Mais donc, ce qu'on a observé, c'est que vers la fin des années 80, seulement 28% des immigrants avaient une connaissance du français au moment de l'arrivée. Or, vers la fin des années 2010, ou plutôt en 2010, près des 2 tiers des immigrants pouvaient soutenir une conversation en français au moment de l'arrivée. On a observé évidemment une baisse assez importante au cours de la décennie qui a suivi. Une nouvelle croissance, une nouvelle remontée qu'on a observée depuis 2017. Il faut bien aussi faire remarquer que pour les 6 premiers mois de 2021, la proportion des résidents permanents qui avaient une connaissance du français s'établissait à 72%, comparativement à 57% pour les 6 premiers mois de 2020. Donc, on note quand même une amélioration. Ici, je vous présente ce graphique-là pour
pour mentionner que l'usage du français à la maison ou dans l'espace public, qui requiert évidemment la connaissance du français, on a tendance à dire que les immigrants ne parlent pas le français. Il faut bien comprendre que la connaissance du français s'est améliorée de façon importante au cours des 50 dernières années. Pour les derniers résultats qui sont disponibles, puisque les autres seront diffusés le 26 octobre prochain, on savait quand même que 8 immigrants sur 10 pouvaient soutenir une conversation en français au Québec, ce qui est assez loin de la perception populaire que les immigrants ne parlent pas le français. Et on y reviendra. Autre élément d'explication important, le nombre d'immigrants qui ont été admis au Québec entre la période 2016-17 et 19-20, comme on peut le voir à la droite du graphique ici, a été de près de 179 000 comparativement à un peu moins de 209 000 au cours de la période 2012-2016. Donc, nécessairement, cette réalité a eu une influence sur les dynamiques qu'on a observées. On sait qu'entre 2012 et 2016, la proportion d'immigrants qui avaient une connaissance du français était quand même importante. La proportion d'immigrants en provenance de pays de la francophonie était également importante. Or, comme on va le voir, il y a eu une croissance du nombre d'immigrants qui provenaient de pays où l'anglais est souvent une langue connue plutôt que le français, de même qu'une baisse de la population immigrante dans son ensemble. On le voit ici tout de suite dans les données qui ont été diffusées par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, qu'entre 2010 et 2014, on constate que, la période 2015-2019, il y a eu une croissance quand même importante d'immigrants qui proviennent de pays où l'anglais tend à être la seule langue connue parmi le français et l'anglais. On note par exemple une croissance de 8 000 immigrants durant la période 2010 à 2014 qui provenaient de la Chine, comparativement à 22 600 entre 2015 et 2019. Même chose pour la Syrie, l'Inde, l'Iran, les Philippines. Donc, évidemment, ce qu'on sait, c'est que ces immigrants ont davantage tendance à adopter l'anglais plutôt que le français. Et ça se traduit évidemment par l'usage prédominant de l'anglais dans la sphère privée, mais également par la connaissance unique de l'anglais, donc par l'unilinguisme anglais. Il faut aussi comprendre que l'immigration temporaire a été un moteur important de croissance dans la mesure où entre 2011-12 et 2015-16, le Québec avait un solde de résidents non permanents de moins de 15 000 personnes. Or, entre 2016-17 et 2019-20, le solde de l'immigration temporaire totalisait un peu moins de 151 000 personnes. Donc, on peut considérer qu'il y a eu explosion, en fait, de la part du nombre d'immigrants temporaires. Et on sait que, par expérience, que ces immigrants-là ont davantage tendance à s'orienter vers l'anglais que vers le français. Or, ce qu'on voit ici, c'est que tant parmi les immigrants temporaires du programme des travailleurs étrangers que du programme de mobilité internationale ainsi que des étudiants internationaux, on observe qu'entre la période 2012 à 2016 et de la période 2017-2019, le pourcentage moyen de connaissance du français a diminué de façon quand même importante. Et ça se traduit évidemment par une montée de l'unilinguisme, évidemment, dans les résultats du recensement. J'aimerais ici juste attirer votre attention sur un graphique qui utilise les données du recensement de 2016, puisqu'on n'a pas encore les données du recensement de 2021 sur le sujet. Mais je tenais à mentionner que, contrairement à une croyance répandue, la majorité des immigrants de langue maternelle tierce qui parlent soit le français, soit l'anglais à la maison s'orientent principalement vers le français, mais c'est toutefois pas ce qu'on observe chez les résidents non permanents, ce qu'on appelle les immigrants temporaires. Or, on voit clairement sur le graphique ici que chez les non-immigrants, de langue maternelle tierce, chez les immigrants qui sont arrivés avant principalement l'adoption de la Charte de la langue française, on s'oriente principalement vers l'anglais, de même que chez les résidents non permanents où l'orientation vers l'anglais est beaucoup plus importante.
On remarque par contre que l'orientation vers le français est beaucoup plus importante que celle vers l'anglais chez la majorité des immigrants qui sont au Québec et qui ont choisi de s'orienter vers le français ou vers l'anglais. Donc, revenons un peu aux facteurs d'explication. Le sol de la migration interprovinciale est également un facteur important d'explication. On sait que, d'ordinaire, la population qui ne connaît que l'anglais ou qui a l'anglais comme langue principale est beaucoup plus portée à quitter le Québec vers les autres provinces ou vers les territoires que la population de langue française ou celle qui connaît le français. Or, ce qu'on observe lorsqu'on examine le solde de la migration interprovinciale entre la période 2011-12 et la période 2015-16, on voit qu'il y a beaucoup plus de Québécois qui avaient quitté le Québec vers d'autres provinces que ce qu'on a observé entre 2016-17 et 2019-20. Bien sûr, la pandémie a joué un rôle, mais évidemment, puisqu'il y a moins de personnes de langue anglaise qui sembleraient avoir quitté le Québec, et ça sera confirmé le 26 octobre prochain, ça peut donner à penser que ça a permis de maintenir la part relative justement de l'anglais, voire de l'accroître dans la sphère privée. Donc, en conclusion, c'est important de mentionner que les résultats, donc de mentionner encore une fois que les premiers résultats du recensement de 2021 sur la langue portaient principalement sur la présence des langues dans la sphère privée et sur la capacité de soutenir une conversation en français et en anglais. Elles témoignent évidemment d'une diminution de la part relative du français au profit de celle des langues tierces et de l'anglais. On a vu, et ça sera confirmé, comme je l'ai dit, le 26 octobre prochain, mais que définitivement, il y a des facteurs d'ordre démographique, au premier chef, les dynamiques migratoires, qui semblent expliquer une bonne partie de l'évolution des résultats. Évidemment, les facteurs qui semblent expliquer la hausse importante de l'unilinguisme anglais au Québec et à Montréal en particulier, découlent évidemment, ou ces facteurs-là peuvent expliquer l'évolution de ces résultats. Ils pourraient évidemment en partie, donc ces résultats sur la montée de l'unilinguisme anglais au Québec, certainement avoir une incidence sur les résultats du recensement de 2021 sur la langue de travail, mais pas seulement. Évidemment, ceux sur l'usage du français et de l'anglais dans divers domaines de la sphère publique. On n'a qu'à penser, par exemple, à l'utilisation des langues dans les commerces de proximité, dans la demande de services. Évidemment, l'unilinguisme anglais pourrait, la croissance de l'unilinguisme pourrait avoir une influence sur la présence du français et de l'anglais dans l'espace public. Et évidemment, je tiens en terminant à mentionner que l'information sur les pratiques linguistiques dans la sphère privée ne fournit évidemment qu'une partie d'un portrait beaucoup plus large sur l'usage et la dynamique des langues dans divers domaines de la sphère publique au Québec. En ce sens, il y a beaucoup plus de données et d'analyses qui sont requises pour statuer sur la situation réelle du français en 2021 dans les sphères privées, dans les sphères qui sont visées, par la politique linguistique québécoise. Donc, ce qu'on a vu, c'est on a bien compris que la baisse du français comme langue maternelle et comme principale langue d'usage à la maison s'est fait principalement au profit de la présence des langues autres que le français ou l'anglais et dans une moindre mesure de l'anglais. Mais la question qui demeure, c'est quelles seront les conséquences de ces résultats sur l'utilisation des langues dans l'espace public, information qui sera disponible évidemment plus tard cette année et dans les années à venir. Je vous remercie beaucoup de votre attention et il me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour votre présentation. Ça donne beaucoup de matière à réflexion. Et puisqu'il n'y a pas de questions dans le chat, mais je vais commencer peut-être avec quelques questions. Premièrement, il y a eu plusieurs articles dans les médias ces dernières semaines de Calvin Veltman qui affirme que les données du recensement de 2021 ne sont pas comparables avec les recensements inférieurs. En gros, le nouveau questionnaire de 2021, selon lui, défavorise la déclaration des langues secondes régulièrement parlées. Et le français, en gros, est désavantagé par cette nouvelle méthode. Donc, selon Veltman, le déclin des francophones est surestimé.
Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Savez-vous pourquoi on a changé l'ordre des questions et est-ce que ce changement d'ordre est bien justifié selon vous? Merci pour cette question. C'est une question évidemment qui est complexe. Je dirais d'entrée de jeu que, évidemment, l'analyse que fait Calvin Veltman de l'évolution des résultats et l'interprétation qu'il fait, c'est-à-dire évidemment le message principal que Statistique Canada a brisé la comparabilité des données de façon presque involontaire ou pour certains de façon volontaire. Je pense il y a beaucoup plus d'analyse qui sera nécessaire pour comprendre l'explication ou pour mieux comprendre l'évolution des résultats. D'une part, il est vrai que l'inversion, donc la modification de l'ordre des questions, a entraîné une baisse des mentions des langues, tant l'anglais que le français, comme langue secondaire à la maison. Mais ça s'est fait en fait au profit des déclarations uniques du français. Donc, M. Veltman parle beaucoup du fait que le français a diminué comme langue seconde, mais il a aussi quand même augmenté de façon importante comme langue principale parmi la population de langue maternelle tierce. Autre élément, juste pour bien comprendre, l'objectif de Statistique Canada, ce n'est pas seulement de maintenir la comparabilité des données dans le temps. Si ça avait été le seul objectif, on poserait exactement les mêmes questions que lors du recensement de 1871 ou du recensement de 1901, lorsqu'on a posé des questions sur la langue pour la première fois. D'une part, il faut bien comprendre que lors du recensement de 2016, parmi toutes les personnes qui ont déclaré 2 langues parlées le plus souvent à égalité, 40% ont fourni exactement les mêmes réponses à la question suivante: quelle autre langue cette personne parle-t-elle régulièrement à la maison? Donc, il y avait des enjeux de compréhension de la part des répondants. Et donc, on était obligé en fait de faire de l'imputation, donc c'est-à-dire qu'il fallait travailler les données à cet égard-là, puisque visiblement, il y avait un problème d'incompréhension des données. En 2019, Statistique Canada a mené un test auprès de 140 000 ménages au Canada. Et donc, c'est un échantillon très, très important. Et dans les tests qualitatifs, les répondants ont mentionné qu'ils comprenaient beaucoup mieux la question ou l'ordre des questions quand on demandait quelles sont les langues que vous parlez régulièrement et parmi ces langues, laquelle parlez-vous le plus souvent? Il faut aussi comprendre que 80% des ménages au Canada ne parlent qu'une langue à la maison, ce qui faisait en sorte que 80% des ménages devaient répondre à 2 questions plutôt qu'une seule en ce moment. Donc, en diminuant le fardeau de réponse, ça a aussi été un élément très important que visait Statistique Canada. Donc, il y a toujours un équilibre qu'on doit garder entre maintenir la comparabilité dans le temps et, bien sûr, s'adapter aux enjeux et améliorer la qualité des données. Donc, ce qu'on observe, évidemment, c'est que la langue parlée le plus souvent à la maison est tout à fait comparable avec ce qu'on observait entre 2016 et 2021. Il y a eu une croissance des réponses multiples, donc des langues parlées à égalité, mais beaucoup plus d'analyse est nécessaire pour comprendre ça. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans les propos de Calvin Veltman, c'est que jamais il n'a mentionné aucun facteur de nature démographique ou sociodémographique pour expliquer l'évolution de la situation. Et là, il faut aussi intégrer ces dimensions-là pour comprendre l'évolution de la situation. Une autre question de Andrew Palucci. What do you make of the decision by StatsCan to report the official language minority community populations differently in this census from the 2021 census? Now, it used to be that people who would respond English and French would be divided, would be 50% would end up in one category, 50% in the other. I don't know if that changed in the last census, but maybe you could answer that question. Yeah, of course. The idea is that, since 1991 or between 1991 and 2016, the Official Languages Act, Part 4, determined the potential demand for services in English and French, and this was based on first official language spoken. In 1991, the Treasury Board Secretariat adopted this criteria, but this included splitting the category English and French in two
to define the official language minority population. So half the population who had English and French went to French and half went to English. Well, over the years, there has been a lot of disagreement about how we should define the official language minority population. So Statistics Canada is collecting exactly the same type of information, but instead of defining the official language minority population, it actually released the information on the first official language spoken variable, where you find English only, French only, English and French, and neither English nor French. So the idea that it's up to the users, it's up to the minority communities to use the variables in the ways that best suit their needs. Just to give you an example, the Francophone community in Newfoundland, Labrador doesn't like this variable, first official language spoken, to define the French minority community in their province. And it was the same thing for Ontario, who had an inclusive definition of who a Francophone is. So, when StatsCan, looked at all these disagreements over the various definitions of the official language minority communities across the country, the decision was to simply release the information and make sure that the users had all the data they need to define their communities in their own ways, if you will, according to their own needs. Okay, thank you. I can say that as someone who speaks both English and French, I don't like to be qualified as 50% French, 50% English. I'm 100% French, I'm 100% English, but other people may disagree. Une question de Yves-Harry Delouche. Y aurait-il des données similaires pour les secteurs plus spécifiques comme la MRC des collines, par exemple? Où pouvons-nous accéder aux données plus pointues de Statistique Canada? Donc, très rapidement, lorsque vous allez sur le site de Statistique Canada, dans la bannière supérieure, il y a recensement de la population. Si vous cliquez sur le recensement de la population, vous pouvez aller sous données et vous allez à ce moment-là avoir la possibilité de sélectionner le thème. Donc, vous allez sélectionner le thème langue et vous allez voir apparaître une liste de tableaux. Donc, pour avoir l'information sur la MRC des collines, par exemple, vous allez choisir les onglets où on parle des divisions et des subdivisions de recensement de la population. Et en cliquant, vous allez obtenir un tableau en HTML et il y a quelque part sur l'écran où on parle d'options de téléchargement. Et vous pourrez en fait télécharger, par exemple, la version en Beyond 2020, donc B2020, et vous aurez accès aux données sur la MRC des collines, tant pour ce qui est de la capacité de parler le français ou l'anglais selon différents groupes d'âge, la langue maternelle, les langues parlées à la maison, ainsi que la première langue officielle parlée. Et ce sera exactement la même approche pour ce qui est de l'addition des données sur la migration le 26 octobre prochain et le 30 novembre sur la langue de travail et la langue d'éducation. Merci. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. J'ai peut-être une question moi aussi. À chaque 5 ans, c'est sensiblement la même histoire. Il y a des nouvelles données qui sont publiées. Puis, il y a certains démographes, généralement francophones nationalistes, qui affirment que les données sous-estiment le déclin des francophones. Je pense à Charles Castonguay, Michel Payet, etc. Et d'autres, souvent des non-francophones, comme Jack Jedwab, Carville Ventman, qu'on a parlé, disent que les données, qu'il n'y a pas vraiment de déclin ou que les données surestiment le déclin. C'est formidable pour tout le monde parce qu'on peut toujours se ranger derrière un démographe qui va renforcer nos biais cognitifs, mais c'est aussi un peu affreux parce qu'on a l'impression qu'on entre dans le même dialogue de sourds à chaque 5 ans et que la vérité objective nous échappe. Donc, où est-ce que vous vous situez dans tout ce vacarme? Comment ne pas tomber dans le cynisme face aux statistiques et les contradictions et la politisation des données? C'est une excellente question, très complexe aussi. Ce que je dirais, c'est que d'une certaine façon, et je le sais par expérience, que malheureusement, la façon dont les données du recensement sont diffusées, elles sont diffusées par cycle et souvent pour des raisons opérationnelles.
les données sur la langue maternelle et sur la langue parlée le plus souvent à la maison sont souvent les questions qui sont le plus souvent, sont le plus rapidement diffusées, donc diffusées en premier. Celle sur la langue de travail, qui est en fait visée par la politique linguistique, est diffusée plus tard. Ça pose un certain problème parce que il y a quand même une partie importante de la population qui met l'accent sur la langue maternelle ou sur l'évolution de la langue maternelle française et sur le français parlé le plus souvent à la maison. Et de façon répétitive, après chaque recensement, on dit le français décline, c'est catastrophique. Or, il faut être bien conscient qu'il faut en fait, il semble y avoir un peu une contradiction dans tout ça. D'une part, où on a le gouvernement du Québec qui vise à favoriser la venue d'immigrants qui ont une connaissance du français, donc qui peuvent parler le français, pas qui parlent le français à la maison le plus souvent, ou pas qui ont le français comme langue maternelle. À ce titre-là, j'ai souvent dit que si on ne voulait que des immigrants qui parlent qui parlent le français ou qui ont le français comme langue maternelle, ben, il faudrait ne faire venir que des immigrants qui proviennent de la France, de la Suisse ou de la Belgique. Ça réduirait drôlement justement les perspectives, puis ça serait une vision extrêmement réductrice et très négative justement pour ce qui est de l'avenir de la diversité, de la contribution de l'immigration. Ce que je vous dirais à cet égard-là, c'est que la préoccupation principale devrait être la présence et l'examen des dynamiques linguistiques dans l'espace public. C'est ça qui est visé par la politique linguistique québécoise. Or, la langue de travail qui est diffusée dans le recensement n'est qu'une des dimensions de l'utilisation des langues dans l'espace public. On sait qu'il y a quand même un segment important de la population qui ne travaille pas, donc qui est soit aux études, soit qui est à la retraite, etc., donc hors de la population active. Et les dernières données sur l'usage des langues dans la sphère publique remontent à 2017. Il va probablement falloir attendre encore un an ou deux, ça reste à voir, pour avoir d'autres données sur la présence des langues dans l'espace public. Et donc, je me dis, il y a tellement d'informations et moi, je recommande fortement de s'éloigner du critère de la langue maternelle, voire même celui de la langue parlée le plus souvent à la maison pour statuer sur l'évolution du français au Québec. La présence du français à la maison est un indicateur qui est important, mais il n'est pas suffisant. Et donc, par exemple, le tiers des Anglo-Québécois utilisent principalement le français au travail, d'après les données de 2016, et un autre tiers utilise le français de façon régulière comme langue secondaire au travail. Mais ces gens-là, quand on analyse la situation du français, ne sont que très rarement pris en compte. J'ai souvent mentionné aussi qu'entre 2006 et 2016, la proportion des Anglo-Québécois et de ceux qui, en fait, n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle, qui utilisent uniquement l'anglais au travail a diminué de façon très importante au cours de cette période-là. Il restera à voir comment on observera ce résultat-là, mais au profit de la montée de l'usage des deux langues dans l'espace public. Donc, il faut arriver à mieux comprendre les dynamiques et mieux comprendre qu'est-ce qui explique en fait la croissance de ce bilinguisme dans l'espace public. Et en ce moment, il y a très, très peu d'études qui portent là-dessus. Et au premier chef, très peu d'études qui expliquent pourquoi on a observé une croissance de l'usage des deux langues en milieu de travail, alors qu'avant de prendre des décisions disons, qui sont peut-être un peu plus, qui entraînent des mesures plus coercitives. Il faudrait avoir une meilleure compréhension de l'évolution de cette dynamique-là. Et donc, je pense qu'il faut s'éloigner de ces premières statistiques-là pour vraiment aller beaucoup plus loin et mieux comprendre les dynamiques qui ont cours dans la sphère publique. Donc, en gros, vous avez montré beaucoup d'indicateurs qui pointent vers le déclin, mais vous dites qu'il faut mettre un bémol là-dessus. Ce n'est pas nécessairement un déclin du français au Québec. C'est ce que c'est-à-dire que si on regarde évidemment la langue maternelle et la langue parlée à la maison, je dis qu'il faut être prudent parce que la majorité des immigrants qui arrivent ici tendent à adopter une autre langue que le français ou l'anglais comme langue principale à la maison. Donc ça, c'est un critère important et ce n'est pas parce qu'ils parlent une langue autre que le français ou l'anglais à la maison qu'ils ne parlent pas le français dans l'espace public. Par contre, la croissance quand même significative de l'unilinguisme anglais a de quoi préoccuper.
C'est-à-dire que si on veut considérer l'usage des langues dans l'espace public, cette croissance importante de 73 000 personnes qui ne peuvent parler que l'anglais au Québec entre 2016 et 2021 signifie que ces personnes-là n'utiliseront certainement pas le français dans l'espace public s'ils ne connaissent que l'anglais. Donc, ça implique des discussions sur les mesures de francisation, sur, évidemment, peut-être une valorisation et une priorisation de la présence du français et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui explique. Si c'est essentiellement l'immigration temporaire, bien évidemment, si cette immigration-là ou ces immigrants s'installent de façon permanente au Québec, bien, il faudra évidemment avoir de sérieuses discussions pour voir comment on peut favoriser l'apprentissage du français, qui est quand même, il faut le reconnaître, la langue officielle du Québec. Donc, merci. La présentation tire à sa fin. Avant de terminer, j'aimerais inviter M. William Flock, qui est le secrétaire adjoint au secrétariat des relations avec les Québécois d'expression anglaise, à prendre le micro pour faire des remarques de clôture. Et je dois vous remercier. Merci, Jean-Pierre, pour cette présentation qui a bien stimulé nos réflexions. Merci, Patrick. Et merci, Jean-Pierre, pour une communication assez riche et fascinante, comme d'habitude. Merci beaucoup. Je pense que je vais signaler qu'un des principaux mandats de secrétariat aux relations avec le Québec d'expression anglaise est de soutenir la recherche et la collecte de données pour développer une meilleure compréhension de la situation et des défis qui sont propres au Québec d'expression anglaise. Pour cette raison, nous sommes fiers de soutenir QScreen dans cette série de données causeries qui vise à réunir des chercheurs, des acteurs gouvernementaux et les organismes, les représentants des organismes et institutions des Québécois d'expression anglaise, afin d'y partager des connaissances et de contribuer à un dialogue autour de ces enjeux clés. Je peux dire qu'aujourd'hui, on est très heureux avec la participation, c'est incroyable. Et la liste impressionnante des inscriptions à notre événement d'aujourd'hui souligne l'importance de cette diffusion des données linguistiques. Et en collaboré avec Jean-Pierre dans le passé sur divers comités de recherche et dans des projets de recherche, je vais adapter sa formulation pour observer que nous avons un échantillonnage très représentatif d'intervenants pour la séance d'aujourd'hui, y compris des individus provenant du secteur communautaire, 37 organismes et plus, représentent de 15 établissements postsecondaires du Québec et à l'extérieur du Québec, de 12 ministères ou organismes gouvernementaux, 6 du Québec, 6 du gouvernement fédéral, et de plus de nombre d'individus et conseils experts et personnes intéressées. Dans ce sens, plus que 100 personnes ont eu à participer à la séance aujourd'hui, qui souligne que c'est un sujet important. Et comme Jean-Pierre a mentionné, il y aurait des autres lancements des données de recensement de StatScan dans les mois qui viennent et vont être toujours importants pour nous, sûrement. Il est clair que la langue de travail, par exemple, ou la mobilité suscite une vive intérêt au cours des prochains mois. Je peux dire aussi, nous, et je pense beaucoup des acteurs provenant de l'expression anglaise, sont aussi très intéressés dans les données qui expliquent la situation socio-économique, la participation dans le marché du travail, la question des revenus, la question des niveaux éducationnels atteints, etc. Et aussi la mobilité interprovinciale, parce que c'est sûr et clair que l'aspect linguistique est central dans nos réflexions, dans nos conversations, mais c'est aussi vrai que le statut socio-économique pour une communauté minoritaire comme les anglophones du Québec est aussi important. En tout cas, je pense bravo à QScreen et à Jean-Pierre Courbet pour un événement assez utile, assez intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En terminant, j'aimerais mentionner encore que l'événement d'aujourd'hui a été rendu possible grâce à l'appui financier du secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise, du ministère du patrimoine canadien, de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et l'Université Concordia. Nous remercions aussi nos responsables techniques, Alexander Hayden, Hugh Maynard et la traductrice. Et merci aussi à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente journée et à la prochaine fois. Merci encore, Jean-Pierre et William Flock.